bien dans son job et on parle de la performance. Vous allez me dire logique quand on est dans une entreprise, mais pas seulement. Vous allez le voir avec notre invité Thierry Pic. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes professeur à l'EM Lyon et vous vous êtes lancé, je dirais, au-delà de votre couloir naturel de professeur de management, dans un travail de recherche très prospectif autour de la performance, l'art de la performance chez Duno. Et vous n'avez pas interrogé des chefs d'entreprise, mais vous avez interrogé tous les autres, des sportifs, des forces spéciales, des musiciens, des chanteurs, tous ceux qui sont obligés à un instant T d'être performants. Oui, on parle de ces univers extrêmes voulant dire soit confrontés au risque, par exemple les forces spéciales militaires, y compris leur risque vital, soit bien sûr de l'incertitude, quand on doit gravir une montagne, quand on doit partir sur une exploration, soit de l'impératif de haute performance, sportif de haut niveau ou orchestre, la performance elle a lieu ici et maintenant. Pas de fausses notes le moment venu. Exactement, et aussi des médias d'ailleurs, là aussi pas de fausses notes au moment venu, et on pense que ces univers ont des choses à nous apprendre, en tout cas à apprendre aux entreprises, mais aussi aux individus, parce qu'elles poussent un peu au paroxysme les comportements individuels et collectifs, avec des principes de management et des principes d'organisation qui sont utiles, encore une fois, pour les entreprises, mais aussi, j'allais dire, dans sa vie de tous les jours. Alors Thierry Pic, c'est une question comme ça un peu pour la gratter, mais il faut se la poser. Le mot performance, en ce moment, c'est devenu presque un peu un gros mot. Alors d'ailleurs, non, vous n'avez pas ce sentiment-là? C'est un mot qu'on utilise comme ça avec beaucoup de précautions. Je pense que c'est un mot qu'il faut revisiter parce que par exemple la performance pour un grand chef, ou pour un orchestre, elle est en fait qualitative et elle est, j'allais dire vraiment, c'est ceux qui dégustent le plat ou qui écoutent l'œuvre qui décrètent que cette œuvre est performante ou pas. Quand vous êtes champion olympique, vous êtes performant parce que vous avez gagné. Quand vous êtes recordman du monde, vous avez une performance absolue. On voit bien aussi que la notion de responsabilité dans l'imperformance, y compris dans les explorateurs par exemple, chez les explorateurs prend une place très importante. Donc je dirais concept un peu tarte à la crème qu'il faut définir, qu'il faut creuser, où est la notion d'éthique aussi dans la notion de performance. Ces univers se posent beaucoup cette question d'éthique. Et moi j'aime mieux la notion fondamentale. Chez les sportifs, gagner en étant dopé, c'est pas gagner. Exactement, tout n'est pas gagné à tout prix ou gagner avec une certaine posture, une certaine façon de faire. Et moi je préfère la notion d'excellence parce que la notion d'excellence, d'abord elle met une dimension un peu artistique, pas simplement le résultat mais aussi l'élégance, la beauté du geste et puis la façon de faire, la démarche. On peut avoir perdu un match et avoir très bien joué, ou au contraire avoir gagné un match et avoir mal joué. Donc je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport à cette notion de performance, et c'est aussi ce que nous apportent ces univers. Mais comment le professeur de management à l'EM Lyon a décidé un jour de s'intéresser à ce sujet? Parce que j'imagine que vous avez souhaité créer des passerelles avec le monde de l'entreprise, parce que le mot performance, c'est dans l'entreprise que parfois il est mal vu. Exactement, et j'utilise une démarche que j'appelle la pédagogie par le détour, où justement on va oublier un peu ces croyances et ces modèles de représentation pour aller s'immerger dans ces environnements. Alors ça peut se faire de façon simple par une conférence ou une lecture, ou carrément en allant les rencontrer quelque part. Et bien évidemment, ça permet de re-questionner, par exemple, la notion de performance, mais aussi d'organisation, d'engagement dans une entreprise. Et donc, c'est cette démarche pédagogique, moi, qui m'a intéressé, avec une posture peut-être un peu immodeste d'anthropologue, c'est-à-dire de pas simplement interroger ces gens-là, mais aller les voir fonctionner, préparer une mission, préparer une expédition, les regarder s'entraîner. Ce que vous avez fait avec votre co-auteur, vous vous êtes partagé, je dirais, les profils. Vous vous êtes occupé de qui? Les forces spéciales? Alors, forces spéciales, parce que j'ai fait beaucoup de recherches dans ce milieu-là, le monde de la musique, que je connais très bien, et puis aussi le monde du sport. Et j'avais deux autres co-auteurs, l'un explorateur lui-même, donc évidemment il a investigué ce domaine, et puis Christophe Enzo. La musique et la gastronomie. Quels sont les liens, puisque ceux que vous avez rencontrés, ce n'est pas uniquement une interview, c'est aussi une immersion dans leur univers pour voir très concrètement comment se prépare une action qui va aller à la performance ou à l'excellence. Qu'est-ce qui les lie, tous ces gens des forces spéciales, de la musique? Il y a quoi? Il faut être méticuleux, il faut être ordonné, il faut des règles. Comment ça se passe? Il y a peut-être quelque chose de transversal à tous ces univers qui ont vraiment des spécificités, et donc toujours compliqué de les rapprocher. Mais c'est par exemple que la performance, en fait, elle se joue ou elle se gagne avant ou après l'action. Souvent. Par l'entraînement, par la répétition, par tout ce qui sert à cette préparation avec beaucoup de discipline. Des détails aussi. Des détails, la façon dont on fait son sac, la façon dont on visualise la piste. Donc beaucoup de rigueur et de discipline dans l'entraînement, mais également beaucoup de professionnalisme dans le retour d'expérience, c'est-à-dire ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, ce qu'on ne refera plus au match suivant, avec une vraie capacité que l'équipe se mette autour, y compris de l'erreur individuelle, pour qu'elle ne se reproduise
reproduisent pas lors de la prochaine activité. Basculons dans l'entreprise, parce que quand vous parlez comme ça, je vois une équipe de rugby, je vois une équipe qui a fait un match contre l'Italie. Bon, on a gagné, c'était modeste. J'imagine que le retour d'expérience le soir et le lendemain, et en ce moment même d'ailleurs, ne doit pas être fameux par les entraîneurs. Est-ce qu'on est capable d'arriver à ce niveau de retour d'expérience en entreprise? Dans le sport, on voit des joueurs qui écoutent, qui se remettent en question, qui acceptent et qui se disent je repars au boulot dès demain et je vais tout donner. On peut le faire ça en entreprise ou pas? En fait, c'est compliqué quand même, non? C'est compliqué pour des tas de raisons. Un, on n'a pas le temps, on passe à autre chose. Deux, finalement, on aime mieux souvent remettre la faute sur l'environnement ou le contexte ou sur les autres aussi parfois. Trois, on le fait plutôt mal, c'est-à-dire qu'on le fait éventuellement parce que la procédure nous demande de le faire, mais on le fait pas de façon authentique. C'est bâclé. C'est bâclé, c'est pas forcément très rigoureux. Et moi, ce que j'ai observé dans le monde du sport ou dans le monde militaire, c'est effectivement une extrême rigueur avec un certain nombre de principes. Je vous en cite un au hasard. C'est d'abord évacuer les émotions. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas, on se le dit. On vide son sac. Y compris dans le vestiaire. Et ensuite, on va se retrouver d'une façon un peu plus organisée, où là, sur la base de données, de faits, des images, des informations collectées, etc. Là, on justifie là. Exactement. Et on va surtout d'abord reconnaître l'erreur, ce qu'on ne fait pas souvent en entreprise, donc admettre que j'ai fait une erreur. Maintenant, comment vous m'aidez tous pour qu'à la prochaine mission ou prochain match, je ne la refasse pas. Là, on arrive à un élément central, c'est le mot cohésion. Alors, moi, je me demandais si la performance accompagnait et créait de la cohésion, ou si c'était par la cohésion qu'on amenait de la performance. Alors, vous me dites, c'est l'œuf et la poule, tout le monde a raison, mais dans l'entreprise, on est quand même beaucoup dans des individualités. Et comment on la construit, cette cohésion? Alors que chacun, et on le voit, a envie d'écraser parfois la tête de l'autre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup d'entraîneurs vont vous dire que la gestion d'une équipe commence par la gestion d'individus. C'est-à-dire identifier déjà les points forts de chacun. Les personnalités. Les personnalités, les besoins de chacun. Et par exemple, se mettre d'accord pour être champion du monde, ça paraît simple, mais ça prend beaucoup de temps parce que chacun a sa représentation de ce que signifie pour lui être champion du monde. Donc, on commence d'abord par de la gestion individuelle et on va ensuite créer l'équipe sur la base de ce que chacun va apporter en termes de compétences ou de motivation. Dans l'entreprise, on fait souvent l'inverse. On construit des cases, des organigrammes, des missions, indépendamment des individus. Donc, vous voyez, cette cohésion, ensuite, elle va se faire dans la répétition, dans l'entraînement, dans tout ce que les uns et les autres vont vivre ensemble, qui crée de la confiance. On ne donne pas sa confiance, on ne la décrète pas, elle se construit au fur et à mesure des événements. Et puis de l'engagement dans un projet collectif, mais qui est en fait intéressant aussi, construit sur la base du lien qu'ont créé les individus entre eux. Moi, j'ai beaucoup d'alpinistes qui me disent le lien de cordée est plus important que la montagne qu'on vise, et on peut même changer de montagne. Donc attention aussi à ne pas abuser des projets, des raisons d'être qui seraient fédérateurs si on n'a pas suffisamment travaillé le lien de cordée, c'est-à-dire ce qui unit les hommes et les femmes dans un environnement donné. Ça, c'est assez nouveau ce que vous nous dites, parce qu'il y a beaucoup d'invités qui nous parlent de la raison d'être assez régulièrement, qui est une belle idée en soi. Bien sûr. Mais vous vous dites qu'il faut que les deux soient liés, c'est-à-dire qu'il faut que le groupe soit en cohésion pour qu'il puisse ensuite bâtir cette raison d'être. Exactement. Et ce n'est pas une raison d'être qui va venir tomber sur la tête des collaborateurs, c'est ça que vous dites. Ce sera la raison d'être du groupe, la mission du groupe, le projet ou la façon d'être champion du monde du groupe. Et quand on va être sous le feu, dans l'action, c'est ça qui va créer le petit plus qui va faire gagner. C'est une petite révolution que vous nous développez dans ce livre au final, parce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise. Qu'est-ce que doit faire un dirigeant ? Faire preuve de charisme, d'autorité, faire preuve de bienveillance. Quels sont ces outils pour justement resserrer les équipes ? En fait, c'est au-delà des comportements, c'est des postures et des façons de voir le leadership. On parle beaucoup de leadership au service de leadership tournant ou distribué. Je crois que les univers, en tout cas que j'ai pu voir, l'ont réellement mis en place avec une humilité du leader qui dit « moi je suis au service d'une mission, d'un groupe ». Et non pas simplement pour mon statut, pour mon rôle, y compris même, c'est assez intéressant dans les forces spéciales notamment, la capacité à parler de ses défaillances, à parler de ses limites, à parler de ses points faibles, ou y compris je ne sais pas, être capable de dire je ne sais pas, parce que c'est aussi ça qui va laisser de la place à l'autre et qui va créer cette cohésion autour du leader qui a beaucoup plus un rôle de fédérateur. Alors je ne sais pas si c'est une révolution, vous voyez, mais c'est quand même des évolutions qu'on voit dans les entreprises, mais qui sont poussées à leur extrême dans ces environnements. Enfin, ça marche dans les forces spéciales, parce qu'il y a le retour d'expérience qui est puissant, qui servira à la prochaine mission, puisqu'on s'appuie aussi sur la technologie, sur les outils, les armes utilisées. En entreprise, c'est rare quand même un collaborateur qui pose le masque et qui dit « ouais, effectivement, là, je me suis trompé, c'était pas ça ». Et pourquoi pas ? C'est très rare. Ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous de pouvoir le faire. Ça dépend que du manager de créer ce contexte favorable pour que chacun puisse le faire. C'est ça. Et puis, je pense que c'est une habitude et une pratique. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires, enfin, des gens d'abord ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires, donc qui sont devenus extraordinaires. Et il y a une citation de Socrate, j'aime bien, qui est que l'excellence est une habitude. C'est un geste, c'est une répétition, c'est un apprentissage. C'est du labeur.
Elle est à la portée de tout le monde. Chacun peut atteindre sa zone d'excellence si on veut bien se prêter au jeu. Donc, avant de nous quitter, il y a quand même un rôle important des cadres intermédiaires et des managers qui doivent avoir finalement une capacité d'écoute, de relais, d'accueil et de co-construction. Parce que si le manager, évidemment, se met à s'énerver et on n'ose plus. Changer la posture. Vous voyez, dans des débriefings que j'ai vus, j'ai vu des militaires qui enlèvent leur galon avant de rentrer dans la salle. Et on est tous au même niveau. Parce qu'évidemment, si le manager ou le chef parle, les autres vont se positionner par rapport à ça. Hiérarchiquement, bien sûr. Donc vous voyez qu'il y a même des techniques qui peuvent apparaître comme assez simples. Encore faut-il vouloir les faire et de façon sincère et authentique. Je crois que la clé, elle est là, l'authentisme. Merci Thierry Pic d'être venu nous rendre visite. Ce livre est passionnant, 40 pratiques de pro pour booster vos projets. L'art de la performance sorti chez Duno avec vos 2 co-auteurs, non pas Eric Enzo que je connais mais son frère. Christophe Enzo voilà, et Jérôme Brisbourg. Et Jérôme Brisbourg sur un panorama 360 degrés sur ces gens qui vivent bien la performance presque au quotidien, ou en tout cas très régulièrement. Merci de nous avoir rendu visite. Notre rubrique tout de suite, c'est les entreprises s'engagent à travers notre partenariat Un jeune, une solution, à la rencontre d'un décideur, d'un entrepreneur qui s'engage et qui embauche.